On parle de quoi aujourd'hui? Parce que je suis pas au courant. Salut à toutes et à tous, c'est le retour de l'œil du SR saison 2, émission hebdomadaire de la webzine Urban Street Reporter. On est ravis de vous retrouver après ces vacances prolongées. Oui, nous on reprend en octobre, on n'est pas comme tout le monde. Et cette année, le format est un peu plus court, mais les ingrédients sont toujours les mêmes. Actu, débat, mais surtout bonne humeur, détente et bienveillance. C'est important, Ibrahim, la bienveillance. C'est important. C'est très important. Pour l'ouverture de cette nouvelle saison, nous accueillons notre première invitée et c'est l'écrivaine Fatine El Asri. Comment tu vas, Fatine? Ça va très bien, merci. Alors, avec toi, on va évoquer le livre qu'Ibrahim est en train de vous montrer, Vos absences, et donc il y aura un débat autour de cet ouvrage. Alors, pour m'accompagner également, l'équipe, la base d'Urban Street Reporter, Ibrahim, le dérangeur. Salut Ibrahim. Salut, comment tu vas? Ça fait plaisir, ça fait longtemps, ça m'avait vraiment manqué cette ambiance, tu vois, autour de la table, Ouais. tout ça. En plus, Ça nouvelle fait plaisir. saison, nouvelle coupe de cheveux. Nouvelle saison, nouvelle coupe, tu vois. Ouais, faut il a fait changer, une teinture. Hein. Alors moi, honnêtement, Ibrahim, je pensais que tu étais la dernière personne à vouloir faire des teintures. Hein. Je suis comme ça, moi j'aime bien vous surprendre, c'est normal. Dites-nous d'ailleurs ce que vous pensez de la nouvelle coupe d'Ibrahim en commentaire. Merci. Vous avez le droit de dire que c'est moche. Hein. Oui, bien évidemment, vous êtes libre. Bah, celle qui vient de parler, Indayadi. Salut Nas. Salut, ça Ça fait va? longtemps? Tu Ouais, vas très manquer? longtemps. Ouais, Hein? toi aussi. Ouais, on va Le pleurer moment- là. Le moment fragile. Fragilité, ouais. Ça va, Inde? Ça va et toi? Tranquillement? Ouais. Ouais, elle va faire beaucoup d'émissions cette année, je l'annonce. Elle n'en avait pas fait beaucoup la saison dernière, mais là, on va la voir plus souvent autour de la table. Et notre nouveau journaliste, vous le connaissez, la tête pensante, Zakaria, comment tu Bonjour à vas? tous, vous allez bien? Toujours clair, concret, précis. J'aime beaucoup. Moi, j'aime bien. Tu vois, c'est la caution sérieuse de l'émission. Sans lui, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là, exactement. Alors, vous pouvez bien sûr nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux qui vont s'afficher juste ici. Et bien sûr, le site internet, t'inquiète pas, j'ai pas oublié le site Voilà, internet, merci. voilà, urbanstreetreporter.com. Alors, on va ouvrir le bal de cette émission avec toi, Zakaria, et tu nous as sélectionné donc les 4 infos qui t'ont marqué cette semaine. Ouais, les 4 infos qui m'ont marqué cette semaine, eh bien, la première, c'est malheureusement une fusillade à Grigny. 2 frères ont été grièvement blessés par balle. Ils sont morts à l'hôpital de Grigny, âgés de 28 et 26 ans. Ils ont été touchés au niveau de la tête. Le tireur a été frappé par un groupe de personnes avant d'être mis à l'écart par la police. Alors, c'est vrai que c'est l'information qui nous a un peu tous choqués cette semaine. Alors, vos impressions sur ce qui s'est passé justement à Grigny, Ibrahim? C'est triste, hein, encore une fois, c'est nous les habitants de banlieue. Quand c'est la police qui tue les jeunes, par exemple, ouais, on est là, on se révolte. Mais avant même ça, nous-mêmes entre nous, on s'entretue. Comment tu veux qu'on évolue? Comment tu veux qu'on nous prenne au sérieux quand on revendique des choses si déjà entre nous, on se tire des balles, quoi. C'est n'importe quoi, c'est pas normal. Et encore une fois, ceux qui souffrent le plus, c'est encore les familles. Il y a une mère qui perd 2 enfants. C'est très grave. On a une pensée pour les parents. Ouais. Ouais. Voilà, on leur présente nos sincères condoléances. Et je te coupe la parole comme ça. Voilà, mais- Vas-y. Ouais, parce qu'hier, justement, je faisais un tour sur Le Parisien, j'ai vu ça. Et j'ai vraiment été choquée par les messages. Donc il y en a plein qui disaient ouais, ça fait 2 mois, etc. Donc forcément, eux, quand il y a des jeunes qui se font tirer dessus, donc c'est des dealers. Alors que des amis à eux ont témoigné, ils disaient qu'ils travaillaient. Bon, après, je vais pas m'avancer, mais en gros, ils disaient que c'était pas entre guillemets un noir ou un arabe, c'était un blanc qui l'a tué. Donc voilà, que c'était pas une histoire de jeans, c'était une histoire une sorte de poker, un truc comme ça. Mais en gros, les mecs ils bossaient, etc. Et voilà, c'était pas des dealers comme on l'affirme. Donc ça fait vraiment de la peine de voir comment on traite les jeunes de cité aussi. Donc pour eux, c'est juste 2 délinquants en moins. Ouais. D'ailleurs, j'ai été assez surpris par le traitement médiatique qu'en a fait Le Monde. Quand j'ai lu l'article de Le Monde, en fait, on spécifiait le casier judiciaire des 2 personnes qui ont été tuées. Non, mais surtout les médias. Donc à un moment donné, limite, est-ce que les médias ne participent pas à ça, à stigmatiser les jeunes de banlieue? Donc quand il y a un décès ailleurs, est-ce qu'on dit, ouais, est-ce qu'on parle de son casier judiciaire? Non. Donc les familles, limite, ils devraient porter plainte contre ces médias qui font que stigmatiser des jeunes alors qu'ils n'avaient rien à voir avec la drogue. En tout cas, on passe vraiment un gros soutien à la famille des victimes. Ça doit être pas évident en ce moment. Et on va voyager maintenant avec toi, Zakaria. On va aller du côté de l'Espagne.
En effet, les Catalans ont récemment voulu prendre leur indépendance. Un référendum considéré comme illégal par le gouvernement espagnol. De multiples affrontements entre les policiers et les populations catalanes ont éclaté, faisant 800 blessés. La Catalogne est la région la plus riche d'Espagne, comprenant la ville de Barcelone, connue pour son tourisme. De nombreuses entreprises ont décidé de délocaliser leur siège en dehors de la Catalogne. Excuse-moi, mais juste, c'est connu aussi pour le football surtout. Tu vois. Aussi. Ah bah ouais. Aussi. Ouais. Et juste pour dire un petit mot, il faut savoir que ça va avoir des répercussions importantes, notamment dans le monde du football, parce que la plupart des joueurs du Barça, c'est eux qui composent l'équipe nationale. Et voilà, l'Espagne ne sera plus numéro 1. Il y a un joueur qui a eu quelques soucis, c'est Gérard Piqué avec ses prises de position assez Il m'a fait tranchées. trop de la peine quand il pleurait. Ouais. Mais bon, on espère que ça va bien se passer. On va maintenant parler réseaux sociaux avec une jeune femme qui a une idée assez spéciale pour lutter contre le harcèlement. Ouais, il y a une jeune fille qui, à Amsterdam, s'est prise en photo avec ses harceleurs afin de montrer le harcèlement subi par les femmes. En un mois, la jeune femme a posté 24 photos et a attiré sur son Instagram 46 000 abonnés. Que des garçons ou pas? Que des garçons qui prenaient la pause tout fiers. Non, mais les gens qui la suivent, c'est des garçons aussi ou pas? Ah, ça, je sais pas. Ah, ça, On a aurait pas dû le l'info. faire hier. J'étais avec Ibrahim à Saint-Denis et C'est j'ai été incroyable. harcelée. C'est très dur d'être une femme. Alors que j'étais en compagnie d'Ibrahim, mais comme apparemment il n'a pas assez de muscles, il Bon, n'y prêtait même pas On attention. va Parce pas que... revenir sur la musculation d'Ibrahim. Quand même. C'est pas le. c'est pas le Termine ton sujet. info, termine ton info. Et on va pour terminer sa Mais carrière. juste par rapport à cette Oui. info, il faut savoir aussi que la meuf, elle a décidé de passer le compte à d'autres femmes pour que l'expérience se poursuive. Donc elle va passer le compte à d'autres femmes qui vont refaire la même expérience. C'est énorme. En espérant que ce soit un examen de conscience pour tous les harceleurs. On va terminer avec une info là. Bon, ça c'était pour te faire plaisir. Hein. Google. Et terminons sur une note plus positive. Ouais. Il faut positiver Oui. quand même. Non, hein. mais c'est important. Google a dévoilé ses écouteurs à 130 € équipés de Google Traduction et de l'intelligence artificielle. L'écouteur va permettre de traduire ainsi des dizaines de langues. La démonstration faite de ces écouteurs montre dans des conditions optimales une conversation traduite parfaitement et presque en temps réel. Très bien. C'est incroyable. Qui va se payer ces écouteurs? Qui est chaud? Peut-être Personne. dans 5-6 ans, quand ça Ouais. coûtera 10 euros, 15 euros. T'inquiète, on va les prendre en fadge. Allez, on va maintenant s'intéresser à notre invité qui est venu autour de la table, Fatine, avec ton livre, Vos absences. Inde et Ibrahim l'ont lu autour de la table. Alors déjà, Inde, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu en as pensé rapidement? Alors, vraiment, j'ai bien aimé ton livre. C'est vraiment sincère. L'histoire aussi. Une histoire d'une jeune fille qui habite dans un quartier, etc. Je trouve qu'il est très bien écrit. J'ai bien aimé aussi les citations qu'on retrouve au départ. Après, je t'avoue que l'histoire, voilà quoi, la fille c'était un peu Cosette. Donc, voilà, j'ai lu le livre et je suis restée pendant quelques minutes comme ça, c'est triste. Je me suis dit, purée, mais la fille, c'est quoi le truc à un moment donné? Elle les enchaîne. Voilà, elle les enchaîne quoi. Mais ouais, vraiment, il y a la note finale, on va dire qu'elle a été très touchante. J'en dirai pas plus parce que l'idée c'est quand même que les gens le lisent. Et vraiment ça m'a touchée parce que c'est plein de tolérance et aussi de pardon. Et pour moi c'est important le pardon. Donc voilà, je te félicite pour ça et j'espère que ça va donner envie aux gens de le lire. Ibrahim. Notre critique littéraire, c'est important. Franchement, moi je viens d'interviewer Fatine, j'ai eu ce plaisir et franchement, moi je l'ai kiffé le livre. Vous irez lire la petite critique qu'on a écrite sur notre site internet. Et comme je l'ai dit, c'est la première fois que je lis un livre que je pleure autant, quoi. Et franchement, c'est incroyable. Franchement, c'est un très beau livre. Au-delà de tout ce qui se passe dedans, Ouais. ça permet vraiment de relativiser sur tout ce qui nous arrive. Parce que nous, on est là tous les jours, on se plaint, on se dit, il nous arrive ça, il nous arrive ça. Et parfois, quand on regarde l'histoire des autres, on se dit, finalement, je suis pas si mal que ça. Et au-delà de l'histoire, c'est un livre qui est très bien écrit. Ouais. Il fait moins de 200 pages. Et en moins de 200 pages, tous les thèmes sont abordés. Tous les thèmes sont abordés. Et franchement, je vous invite vraiment à aller le lire. Alors Fatine, pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux résumer rapidement donc, ce livre? Ouais, rapidement. Donc c'est l'histoire de Leïla qui grandit en banlieue, qui a 2 frères et une sœur ils vivent tous ensemble donc chez leurs parents. Et elle grandit dans un climat assez difficile puisque son père est alcoolique. Voilà, il boit beaucoup, il est très très violent physiquement et dans ses mots aussi, dans ses paroles. Et donc du coup, elle doit affronter un petit peu tout ça. Il lui arrive beaucoup de choses. Après, je ne peux pas trop en dire non plus. Il lui arrive beaucoup de choses
assez difficiles et qui la conduisent. En fait, c'est un enchaînement un petit peu compliqué de choses négatives qui lui arrivent. Et le but, en fait, de Leïla, c'est de s'en sortir, c'est d'avancer, de continuer à apprendre des choses et de terminer ses études parce qu'elle est douée pour ça et elle aime vraiment ça et elle veut absolument accéder à son rêve qui est de devenir avocate. Donc elle passe par un certain nombre d'épreuves, mais voilà, qui doivent normalement la conduire à accéder à son rêve. Alors, à travers donc le parcours de Laïla, le personnage principal de ce livre, j'avais une question pour vous autour de la table. Est-ce qu'un enfant ayant subi des violences familiales, est-ce que cet enfant-là sera forcément impacté par ça plus tard dans sa vie professionnelle ou dans sa vie d'adulte? Vous en pensez quoi? Psychologiquement, ouais. Après, forcément, hein, quand tu as grandi dans une famille où tu manques de sécurité, forcément, on sait que les personnes après grandissent avec une pathologie, soit d'un manque d'assurance, ou voilà, ils manquent vraiment de confiance en eux, ils manquent de confiance auprès des autres. Et voilà, après, c'est des frustrations qui grandissent en nous. Donc c'est pour ça qu'il y en a plein après qui font des thérapies donc à la suite comment dirais-je, d'un milieu familial malsain, entre guillemets. Ouais. Ibrahim? Non, c'est compliqué pour les enfants, parce qu'un enfant qui assiste à ces violences conjugales, parce que souvent c'est l'homme, le mari qui bat la femme, et tu as les enfants qui assistent à ça, même s'ils ne sont pas directement, physiquement impliqués dedans, mais plus tard, les adultes qu'ils vont devenir, ils seront impactés par tout ce qu'ils ont vécu. Parfois, on a des jeunes, des gens qui grandissent, qui sont violents, mais c'est parce qu'ils sont en train de reproduire ce que leurs parents faisaient lorsqu'ils étaient dans le foyer familial. Donc ça, c'est une des répercussions. Après, là, dans le cas de Leïla, c'est pas tout le temps que ça se passe bien. Parfois, justement, il y a des enfants qui arrivent à utiliser ce truc négatif comme une force, justement, pour se lancer dans la vie. Ce qui est le cas de Leïla. Parfois, ça arrive aussi, mais c'est rare. Et souvent, c'est très négatif parce que ça empêche souvent la réussite scolaire, la réussite dans la vie tout court, la sociabilisation avec les gens. Donc, il y a plein d'impacts négatifs, quoi. Même, il y a la peur de l'engagement. Pour certaines femmes, par exemple, qui se disent que les mecs ils sont tous brutaux. Après, c'est pour ça aussi, quand on entame des thérapies, on nous dit souvent racontez-nous votre enfance, parce que tout vient de là. Et l'enfance, on sait que c'est à ce moment-là que le cerveau enregistre tout. Donc, tu as tout ce qui est cognitif et tout ça, donc, qui est là et qui reste là pendant des années. Et c'est vraiment difficile et ça a un réel impact chez les adultes. Ouais. Zacharia? Bah, moi, personnellement, ce que j'en pense, c'est qu'un enfant, forcément, s'il vit avec quelque chose, il va forcément y avoir des traces durant toute sa vie, des répercussions durant toute sa vie. Donc pour les violences, c'est pareil. Et est-ce que maintenant, la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'un enfant, une fois adulte, après d'avoir subi ces violences, deviendra-t-il plus violent? Ça, c'est une question qui reste ouverte. Il y en a qui reproduisent justement les gestes comme les pédophiles et tout ça. Souvent, ils ont été victimes de pédophilie ou d'inceste, et donc ils reproduisent le schéma. Et il y en a qui vont faire tout le contraire. Mais voilà, il y a un impact forcément. Un mot de la fin avec toi, Fatine? Oui, effectivement, oui, il y a un impact. Après, ça peut être un impact positif ou négatif. Hein, comme disait In, justement, soit carrément on reproduit ce qu'on a vécu, soit complètement le contraire. On ne veut surtout pas faire vivre à ceux qu'on aime ce que nous-mêmes on a vécu. Donc, mais il y a forcément un impact. Il y a des restes, de toute façon. Oui. Après, on peut pas aussi, parce que tu dis le mot de la fin, mais c'est important de parler aussi de violences faites aux femmes, parce qu'elle parle de ça. Je t'en prie. Donc, il y a ma pote Nadia Troubi qui a écrit un livre avec plusieurs femmes sur les violences faites aux femmes, et c'est un sujet qui est important, et voilà, c'est important d'en parler, et tu parles de ça. Donc, voilà, que cette femme-là, elle se fait battre et tout ça, mais elle reste auprès de son mari, quoi qu'il en soit. Et voilà, malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui restent. Qui n'osent pas quitter leur mari. Qui n'osent pas quitter parce que forcément c'est compliqué de se détacher d'un homme violent. Alors, dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, d'après vos connaissances, qu'il y a des dispositifs sérieux pour justement lutter contre ça ou accompagner les enfants ou les femmes qui sont victimes de ces violences familiales? Je sais qu'il existe des associations justement qui font quand même un travail assez intéressant autour de tout ça, mais je ne suis pas certaine que ce soit comment dire, le plus utile, parce que la plupart des femmes, en fait, quand elles ne veulent pas quitter leur mari, c'est par peur. La plupart du temps, voilà, elles ont peur des répercussions, de si on les retrouve, etc., ce qui peut leur arriver.
Il y en a d'autres, c'est pour des questions matérielles. Hein. Ouais. Voilà, Souvent, voilà, c'est dû à ça. c'est ça. Elles ne peuvent pas quitter leur mari parce qu'elles n'ont pas forcément de travail ou pas forcément les moyens et qu'il y a un problème aussi de garde d'enfants, etc. Donc, je ne suis pas certaine que les associations prennent tous ces, tous ces facteurs, tous ces facteurs en compte. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Il y a beaucoup de... Il y a des solutions à trouver. Il y a une femme qui meurt tous les 2 jours. Sous les coups de son mari, c'est énorme. Effectivement. Après, le truc le plus important, déjà, c'est de parler. Une fois que il y a des gens qui seront... Aujourd'hui, il y a des associations. Et puis, le truc le plus difficile pour ces personnes qui subissent ces violences, c'est de parler, d'aller, d'oser. Une fois que ça c'est fait, normalement, il y a des choses, il y a des trucs qui sont mis en place, même en portant plainte ou autre. Mais après, c'est l'accueil, tu vois, tu vas où on va te mettre dans un foyer, si t'as 4 gosses, tu fais comment, tu vois. C'est l'aspect matériel aussi qui est hyper compliqué, parce que j'en ai rencontré des femmes qui se font battre, et après, c'est je vais où donc après, on va t'envoyer dans un foyer tout pourri et tout ça. Après, parfois, ce qui est possible aussi, c'est que ce soit le mari qui quitte le... mais quand le mari, dis-toi bien que déjà, il veut pas quitter... non, mais si ça passe par la justice, je veux dire. Ouais, mais non, mais si la justice, tu fais un divorce, on va dire, t'expliques... Ça met combien de temps, un divorce? Ça dépend. Franchement, ça dépend. Minimum 1 an, tu vois. Donc, et encore, si le mec il refuse pas de mais à partir du moment où les faits sont avérés, où le mec il bat sa femme normalement, il est censé être condamné s'il est jugé, etc. La justice elle est hyper longue, tu sais très bien. Donc c'est super long, ça met du temps, et le mec va pas lui dire casse-toi, non, ils vont dire par exemple son nom est dans le bail, donc non, il quitte pas, c'est super compliqué, hein. Encore une fois, j'en ai franchement, moi j'ai été témoin d'une situation comme ça. Et justement, c'est l'homme qui devait quitter la maison, quoi. Ouais, mais au bout de combien de temps, tu vois? Voilà, c'est vrai que parfois c'est 1 an. En tout cas, pour tous les gens qui subissent ça, il ne faut pas hésiter. Adressez-vous vraiment aux associations directement qui vont vous orienter. Il ne faut pas rester seul. Vous n'êtes pas seul, il y a des gens qui sont là pour vous accompagner. C'est très important, le plus important, je pense qu'il faut parler. Donc déjà, c'est que, comme dirait Gérard, c'est une étape pour s'en sortir déjà. C'est que tu veux faire le premier pas. Exactement. Et dites-nous, vous qui nous suivez, vos solutions pour lutter contre ces violences familiales. Fatine, merci beaucoup d'être venue autour de la table de l'œil du SR. T'es le bienvenu, t'es la bienvenue. À chaque fois, je fais la boulette. T'es la bienvenue, Fatine. Non, t'inquiète pas. Et donc, tu connais la maison, tu viens bien sûr. On attend ton prochain livre. N'hésitez pas donc à vous procurer ce livre, Vos absences, que Inde et Ibrahim vous montrent. Faut pas être absent, faut l'acheter. Merci Inde, blague. Je m'attendais que ce soit Zakaria qui la sorte celle-là, mais non, c'est toi Inde qui prend le flambeau. Avant de terminer cette émission, je tenais à féliciter Fred. Voilà. Allez, viens Fred, viens Fred. Voilà, raconte-nous un peu ce qui s'est passé la semaine dernière pour toi. En gros, c'était un événement organisé par Startup Banlieue. L'idée, c'est 20 porteurs de projets qui viennent, ils pitchent leur projet et on constitue une équipe de 5 personnes et on a jusqu'à dimanche, de vendredi à dimanche pour travailler sur le projet. Pour du coup, ensuite on a pitché devant un jury au Stade de France. Et voilà. Et ils ont gagné. D'ailleurs, on va les inviter à venir. Exactement. Mais ils sont déjà venus, l'équipe de Startup Banlieue. Non, l'équipe de Winner. D'accord. On fera un truc général, bien évidemment. Avec Fred et toute son équipe. C'est vrai, félicitations encore. C'est vrai que c'était au Stade de France. C'était quand même pas mal avec un jury de qualité. Donc, honnêtement, félicitations Fred et bravo à Startup Banlieue. Avec grosse organisation. Je tenais vraiment à les saluer parce qu'ils ont bossé nuit et jour. De France, les gars. C'est quand même pas mal. D'ailleurs, ils sont déjà venus ici. Vous pouvez retrouver l'interview de Loubna notamment et l'œil du SR qu'on a fait avec Junaid et Faisal ainsi que Loubna. Voilà. On remercie Karim aussi qui est derrière la caméra. Exactement. Il est derrière la caméra. C'est vrai que c'est peut-être une nouvelle recrue, qui sait, pour Urban Street Reporter. Merci à toi, Karim. C'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui vont encore s'afficher en dessous, sans oublier le site internet urbanstreetreporter.com, le livre de Fatine, je le répète, Vos absences, n'hésitez pas à vous le procurer, c'est très important. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, Ibrahim. On sera avec Inès.
Yes, de Inès de Get Up. l'association Get Up. Get Up, voilà. Donc, interview œil du SR comme d'habitude avec elle. Je vous souhaite une excellente journée. Salut à tous!